Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 6e épisode de Touche pas à mon peuple, le podcast de la France Insoumise. Pour ce premier podcast de l'année, nous allons faire ensemble le point sur différents sujets. Cette semaine, c'est Paul Vannier qui anime le point politique. Il revient notamment sur une semaine chargée avec la motion de censure à l'encontre du gouvernement Bayrou, des reniements du Parti Socialiste, mais aussi sur l'espoir de ce début d'année, celui du cessez-le-feu à Gaza. Espoir sur lequel Arnaud Le Gall reviendra plus longuement dans cet épisode. Pour la carte blanche de l'Institut La Boétie, Zoé PB, et à partir de leur nouvelle recension, nous parlera de l'emprise des acteurs de la finance sur les États. Nous ferons bien sûr un focus sur une date importante, celle de ce dimanche 26 janvier, avec le premier tour de l'élection municipale à Villeneuve-Saint-Georges, où Louis Boyard se présente pour devenir maire insoumis de la ville. On reviendra également en détail sur la censure avec les interventions de Mathilde Panot, Manuel Bompard et Clémence Guettet. Et on commence tout de suite avec le point politique. Paul Vannier, c'est à toi. Allez, c'est parti pour le premier point politique de cette nouvelle année. Alors je vous adresse d'abord mes meilleurs vœux à toutes et à tous. Cette nouvelle année, elle commence par un espoir. À Gaza, en Palestine, avec l'annonce d'un cessez-le-feu qui mettrait un terme, espérons-le, au génocide en cours qui a déjà coûté la vie à des dizaines de milliers de Palestiniennes et de Palestiniens, pour grande majorité d'entre eux des civils, des femmes, des enfants, alors que le peuple palestinien et les habitants de Gaza sont toujours frappés par les bombes de l'armée israélienne et confrontés à la faim, à la famine qui les dévore. Espoir, cette annonce, mais pour l'instant est en discussion un cessez-le-feu temporaire qui permettrait la libération des otages israéliens, la libération des prisonniers politiques palestiniens. Il faut maintenant tout faire pour obtenir que ce cessez-le-feu temporaire se transforme en cessez-le-feu permanent pour le respect du droit international, pour la fin de la colonisation en Cisjordanie, la reconnaissance de l'État de Palestine et la traduction de tous les criminels de guerre, à commencer par Netanyahou devant les juridictions internationales. Soyez assurés que les insoumis, leurs parlementaires, feront tout pour que la France soit à la hauteur de son devoir et de sa responsabilité. Alors, cette année, bien sûr, elle a aussi commencé à l'Assemblée nationale, ce jeudi, par le dépôt et le vote de la motion de censure du nouveau Front populaire, celle des insoumis, des écologistes, des députés ultramarins et des députés communistes, en réponse à la nomination du gouvernement Bayrou, encore un homme de droite à Matignon, alors que la gauche a gagné les dernières élections. Un homme de droite, un Premier ministre qui se présente devant l'Assemblée avec le même budget que celui de M. Barnier, un budget d'austérité, un budget même qui prévoit des dépenses, des coupes supplémentaires dans les dépenses de l'État. Cette motion de censure était un moment de vérité. Au fond, en l'absence de vote de confiance, elle a dessiné cette motion de censure, à la fois le camp des oppositions et celui des soutiens au gouvernement. Et je me réjouis qu'autour de la censure se soit regroupée une très large majorité de députés du nouveau Front populaire, les insoumis, dans leur totalité, bien sûr, les écologistes, les communistes, les ultramarins et même 8 députés socialistes qu'il faut saluer. Bravo à elles et à eux d'avoir été fidèles à leurs engagements de campagne, fidèles au programme du nouveau Front populaire et fidèles au mandat donné par les électrices et les électeurs d'être une opposition résolue à Emmanuel Macron. Elle est là, cette opposition, à l'Assemblée, et elle va, dans les semaines, dans les mois qui viennent, tout faire pour obtenir des victoires, faire tomber le gouvernement Bayrou et, après lui, obtenir le départ, la démission, la destitution du président de la République Emmanuel Macron, parce que nous savons que dans la crise politique dans laquelle Macron a plongé le pays, il n'y a qu'une issue, une issue démocratique qui passe par un retour du peuple devant les urnes. Alors cette année 2025, elle s'ouvre avec beaucoup de
perspectives, nous les avons dessinées dans le texte d'orientation stratégique, débattu lors de notre assemblée représentative de décembre dernier et qui vient d'être massivement approuvé par 60 586 insoumis à plus donc de 93,9%. Merci à vous toutes et tous qui avez participé à cette consultation, qui avait donc donné mandat à la France insoumise pour, en cette nouvelle année, se confronter à des objectifs politiques, bien sûr incarner l'opposition à la Macronie dans sa forme nouvelle prise par ce gouvernement Bayrou, et se tenir prêt à toutes les hypothèses. Celle d'une présidentielle anticipée, celle d'une législative anticipée, et vous avez noté que nous prévoyons dès le mois de mars de renouveler nos chefs de file, nos candidatures dans la perspective de possibles élections législatives, celle de préparer les élections municipales de 2026, et en ce moment même, partout dans le pays, les boucles départementales se réunissent pour en débattre, préparer ce travail. Bien sûr, en 2025, nous ferons tout pour faire avancer la révolution citoyenne, pour développer le mouvement insoumis, pour fédérer autour du programme de rupture du nouveau Front populaire. Je vous dis donc à très bientôt et encore une fois, très bonne année à toutes et à tous. Le jeudi 16 janvier dernier, après le discours de politique générale de Bayrou, creux tant sur la forme que sur le fond, nous avions une occasion, celle de censurer le gouvernement. La France insoumise, les écologistes et les communistes ont donc déposé une motion de censure. Depuis des mois, Emmanuel Macron plonge le pays dans une crise politique majeure. Quelques semaines après la censure du gouvernement de Michel Barnier, il s'en est fallu de peu pour que le gouvernement de François Bayrou suive le même sort. Emmanuel Macron est le seul responsable de cette crise. En refusant de reconnaître la victoire du nouveau Front populaire, dans une élection législative anticipée qu'il a pourtant lui-même provoquée en juillet dernier, il a ainsi volé le résultat des urnes au peuple français. Depuis, il ne cesse de nommer des premiers ministres dont l'unique tâche est de poursuivre la politique antisociale et violente dont plus personne ne veut dans le pays. Le 16 janvier dernier à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron a pu compter sur le soutien du Rassemblement national qui a refusé de voter la censure. Pour parvenir à cet accord, les macronistes n'ont eu de cesse de donner des gages à l'extrême droite, jusqu'à Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui utilise l'expression pétainiste de français de papier et ose vanter les belles heures de la colonisation. Le Rassemblement national et le Parti socialiste ont décidé de ne pas voter la censure. Ils se prétendaient pourtant élus d'opposition. Monsieur le Premier ministre, les raisons de vous censurer aujourd'hui sont nombreuses. Mais certains dans cet hémicycle, élus pourtant pour en finir avec le macronisme, s'apprête aujourd'hui à sauver votre gouvernement et à servir de béquille à la continuité de sa politique. Ils prétendent qu'il faut attendre de voir quelques jours ou quelques semaines. D'ailleurs, certains sont tout simplement absents au moment où sera votée la motion de censure contre votre gouvernement. Ils prétendent qu'il faut attendre de voir quelques jours ou quelques semaines. Quelle ridicule justification. Nous connaissons tous des orientations politiques de ce gouvernement, de ses grandes lignes budgétaires, et de sa composition, incluant des anciens premiers ministres de Macron, des mercenaires sans conviction et des ministres de la droite extrême. Mais surtout, quelle irresponsabilité de prétendre vouloir attendre encore quelques jours ou quelques semaines. Pensez-vous que le pays peut se payer le luxe de vos atermoiements ? Pensez-vous que nos concitoyens peuvent perdre encore plusieurs semaines dans une comédie où l'on fait semblant que tout va changer pour que rien ne change et que nous nous retrouvions dans un mois au point auquel nous sommes aujourd'hui ? Ce n'est pas sérieux. Chacun se trouve donc à cet instant devant ses responsabilités et sa fidélité aux engagements pris devant le peuple. Françaises, Français, notre pays n'est pas condamné à perpétuité au macronisme. Nous sommes aujourd'hui dans ce clair-obscur d'où surgissent les monstres dont parlait le philosophe italien Antonio Gramsci. Ce gouvernement de briques et de broc en est la plus cruelle démonstration. C'est l'ultime affront d'un président ivre de son pouvoir. Monsieur le Premier ministre, les jours de votre gouvernement de malheur sont comptés. Quand il tombera, le monarque suivra. Mais ce n'est pas tout. Emmanuel Macron a pu aussi compter sur le soutien des députés socialistes qui ont voté contre la censure, reniant ainsi le programme du nouveau Front populaire et volant au secours de Macron et de sa politique.
Mais qu'en est-il alors du nouveau Front populaire ? Alors non, de fait, ça n'est pas la fin du nouveau Front populaire, puisqu'il y a 3 forces politiques parties prenantes de cet accord en juin dernier qui votent aujourd'hui la censure déposée par les Insoumis, donc les Insoumis, les écologistes et les communistes. On constate cependant en effet un fait majeur qui est que le Parti socialiste préfère aujourd'hui accompagner la Macronie, la sauvegarder au nom de prétendues victoires qui n'en sont pas. On pourra entrer évidemment dans le détail. C'est évidemment une déception, je pense, avant tout aux électeurs et aux électrices qui ont voté notamment pour l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans et qui se retrouvent avec une force politique, le Parti socialiste, qui aujourd'hui sauve M. Bayrou alors qu'il les a humiliés depuis 2 semaines en les baladant au cours de négociations qui n'ont absolument rien donné. La suite, c'est évidemment la censure du gouvernement et ainsi de contraindre Emmanuel Macron à la démission. Pour autant, ce vote ne règle pas la crise. Emmanuel Macron reste dans l'impasse et le gouvernement de François Bayrou finira par être censuré. Une seule solution existe face à une telle impasse, le retour au vote. Car en démocratie, seul le peuple est souverain pour décider de la politique menée. Les Françaises et les Français devront voter pour sortir de la crise. Pour assurer une stabilité et surtout pour enfin respecter la démocratie, Emmanuel Macron doit démissionner et laisser la place à une présidentielle anticipée. La France insoumise se tient prête à cette éventualité et travaille chaque jour à proposer une alternative au peuple français en respectant son programme de rupture. Pour être sûr de pouvoir voter, nous vous invitons à vérifier votre inscription sur les listes électorales en vous rendant sur service-public.fr. Et pour toutes les informations sur notre mouvement, rendez-vous sur lafranceinsoumise.fr. Celles et ceux qui votent insoumis doivent savoir que les insoumis font ce qu'ils ont dit et rien d'autre. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon. Alors, tenons-nous prêts. Il y a quelques jours, nous nous sommes rendus au meeting de présentation de la liste Dignité, Fierté et Solidarité pour les municipales de Villeneuve-Saint-Georges. Cette élection intervient dans un contexte un peu particulier. Et c'est Louis Boyard, Manuel Bompard et Rachel Keke qui nous expliquent. C'est le lancement de la campagne à Villeneuve-Saint-Georges pour la liste Dignité, Fierté et Solidarité à Villeneuve-Saint-Georges. Il y a des élections municipales partielles dans notre ville parce que la droite, qui déjà gérait mal, s'est chamaillée. Face à l'ampleur du problème causé par leurs incompétences et leurs erreurs, ils ont tous démissionné. Donc du coup, on doit repartir en élection. Et c'est un peu le moment de tourner une page dans l'histoire de cette ville. Donc on a monté une liste populaire et on en est très fiers. Louis Boyard a réalisé plus de 60% des voix aux dernières élections législatives et la liste de la France insoumise aux élections européennes a récolté près de 40% des voix. Donc ici à Villeneuve-Saint-Georges, les insoumises, les insoumis peuvent gagner, ils peuvent diriger cette ville et proposer un autre chemin pour cette ville qui a été malheureusement abandonnée par des élus de droite qui ont préféré des chamailleries internes plutôt que de répondre aux préoccupations et aux besoins des habitantes et des habitants. Vous l'avez compris, c'est Louis Boyard qui se présente à la tête de cette liste pour devenir maire insoumis de Villeneuve-Saint-Georges. Mais finalement, c'est quoi un maire insoumis ? Qu'est-ce que ça change ? Les maires sont devenus des gestionnaires de misère. C'est-à-dire que Macron a baissé les moyens dans les communes et on a des maires qui passent leur temps à dire il y a plus de sous, c'est pas ma compétence. Et à la fin, la souffrance de la population, les problèmes, ils ont disparu aux yeux de beaucoup de mairies. Une mairie insoumise, c'est une mairie qui dit pas il y a plus de sous, c'est pas ma compétence. Elle dit écoute, j'en ai pas les moyens ou c'est pas à moi de signer ce papier, mais par contre, si tu viens avec moi, on va aller se battre ensemble et on va te changer la vie. C'est ça une mairie insoumise. Déjà, moi, je pense qu'il faut voter pour Louis Boyard parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de projets pour, comment je peux dire, pour les gens qu'on n'entend pas, pour le bas peuple, parce que les maires, normalement, sont là pour écouter le peuple, sont là pour écouter surtout les populations qui habitent, les insoumis sont là. On les voit dans le combat qu'ils font, on les voit quand ils vont sur les piquets des grèves, on les voit pour le logement, comment ils vont sur le droit de logement, comment ils luttent pour qu'on puisse loger les gens. Oh, il y a des maires où il y a des appartements vides qui ne peuvent pas loger les gens, pourtant ils peuvent. Et je sais que lui, Boyard, s'il est là, il est capable de décanter la situation. Et il va le faire. Parce que c'est quelqu'un du social, on le voit dans la lutte avec la jeunesse, comment il lutte surtout pour le Parcoursup. Et je pense que c'est quelqu'un de confiant qu'on doit mettre à la mairie, surtout de Villeneuve-Saint-Georges. Ça change plein de choses. D'abord, ça permet une politique municipale qui se fait pas contre les citoyens ou sans les citoyens. C'est une politique municipale qui se fait avec les citoyens. Et dans le programme que défend la liste conduite par Louis Boyard ici à Villeneuve-Saint-Georges, il y a beaucoup de propositions pour remettre la population, les habitantes et les habitants au cœur des politiques municipales. C'est aussi engager un rapport de force avec une politique nationale. Et puis ça permet d'avoir une municipalité qui s'engage
dans les bras de fer, dans les rapports de force qu'il faut faire avec le ministère de l'Éducation nationale pour l'état de nos écoles, avec le ministère de la Santé pour défendre l'hôpital, avec le ministre du Logement et le gouvernement pour avoir une politique de logement, de construction de logements, mais aussi de rénovation thermique des logements, pour avoir des logements qui soient de meilleure qualité, pour lutter contre les passoires thermiques, pour lutter contre l'habitat insalubre. Et puis ça permet aussi d'avoir des politiques municipales qui ouvrent des nouveaux droits pour les citoyens, par exemple sur la gratuité de la cantine scolaire, pour l'accès au petit déjeuner, pour l'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs municipale, en fait, c'est une grande frustration de voir que dans les beaux quartiers, ils ont tous des aides aux devoirs privées, et dans les quartiers populaires, il n'y a rien. Donc du coup, nous, on va organiser avec les étudiants villeneuvois de l'aide aux devoirs financée par la ville pour permettre aux petits de pouvoir avoir accès à de l'aide aux devoirs. Il y a la création d'un comité jeune aussi. On va créer une association soutenue dans laquelle il y a des jeunes, soutenue par la mairie. Et en gros, cette association de jeunes villeneuvois est faite pour aller mener des actions auprès des jeunes villeneuvois, et c'est comme ça qu'on va favoriser l'engagement. La création d'une maison de la monoparentalité et des familles pour aider les familles, notamment les familles monoparentales, lutter contre les violences conjugales. En fait, tout le programme nous tient à cœur. La bataille qui s'ouvre ici à Villeneuve-Saint-Georges est importante pour les Insoumis. Elle permet déjà d'entrevoir nos victoires pour les municipales de 2026. Écoutons d'abord Diana, une participante au meeting. Ça montre que même au niveau local, on est là et qu'on peut faire changer les choses. Et ça serait le premier, et ça montrerait que tout est possible. Et que même au niveau local, on le fait. Oui, mais moi je veux qu'en 2026, il faut qu'il y ait des insoumis partout. Comme je peux dire, comme des mouches, voilà, comme des abeilles partout. Et je sais qu'on peut gagner beaucoup de villes. Parce que les insoumis, c'est le peuple, c'est la voix du peuple, c'est la voix des sans-voix. Et c'est un parti qui est beaucoup à l'écoute et qui fait de la vraie politique. Si ici à Villeneuve-Saint-Georges, on ouvre ce nouveau chemin, alors ça sera aussi porteur d'espoir pour les prochaines élections municipales qui vont avoir lieu au niveau national l'année prochaine. Ça sera au cours de l'année 2026. Et donc effectivement, si nous gagnons ici à Villeneuve-Saint-Georges, je pense qu'il y aura beaucoup d'expérience à tirer pour ensuite déployer aussi nos forces, notre énergie dans plein d'autres communes en France. Donc c'est un enjeu important pour les insoumises et les insoumis. J'espère que nous avons réussi à vous convaincre. Il est important de mener cette bataille et de la mener à bien. Alors, nous comptons sur tous les insoumis et insoumises qui le peuvent. Je vous invite à aider, à contribuer, à participer pour faire en sorte que demain Villeneuve-Saint-Georges soit une ville insoumise et que ça augure d'autres victoires qui vont venir, j'en suis certain, l'année prochaine. Avec un immense plaisir, venez nous aider, contactez-nous, on vous rajoutera dans toutes les boucles qui permettront de venir militer. Voilà, venez à Villeneuve-Saint-Georges et venez nous aider à tourner une page dans l'histoire de cette ville. Pour la dignité, pour la fierté, pour la solidarité, Villeneuvois, Villeneuvoises, toutes les voix comptent. Et c'est ce dimanche 26 janvier. Louis, c'est voter aussi pour rendre fiers les Villeneuvois. C'est le 26 janvier et le 2 février et on aura besoin de toutes les voix pour gagner au premier tour. Pour la carte blanche de l'Institut La Boétie, cette semaine, Zoé Pébé revient sur la finance américaine avec l'ouvrage « Chasseurs d'État, les fonds vautours et la loi de New York à l'assaut de la souveraineté » de Benjamin Lemoine. Bonjour. À l'Institut La Boétie, nous publions depuis plusieurs mois des recensions de livres que nous avons aimés et que l'on pense utile de faire connaître pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Ce sont des sortes de notes de lecture dans lesquelles on vous résume l'apport politique et intellectuel de ces ouvrages que nous vous conseillons. La dernière en date vous parle d'un livre qui nous plonge dans le monde de la finance américaine et nous montre comment des fonds d'investissement privés sont devenus tout puissants à l'échelle de la planète. Ce livre, il s'appelle Chasseurs d'État, les fonds vautours et la loi de New York à l'assaut de la souveraineté. Il est écrit par Benjamin Lemoine, qui est un chercheur en sociologie politique au CNRS, spécialiste de la finance et de la dette et membre du conseil scientifique de l'Institut La Boétie. Sans vous résumer l'intégralité de l'ouvrage, en voici quelques points marquants qui vous donneront, j'espère, envie de lire la note de lecture de l'ILB et pourquoi pas le livre en entier. Alors le point de départ du livre, c'est un constat qui paraît presque habituel et qui est pourtant délirant. Aujourd'hui, il est possible pour un grand fonds d'investissement privé d'attaquer en justice un État souverain endetté pour exiger le remboursement immédiat de millions de dollars et réussir à le mettre totalement en défaut de paiement. Ce sont les fameux fonds vautours dont parle le titre du livre. Et depuis les années 2000, ils ont attaqué plus de la moitié des États du monde en justice. Et ce qu'essaie de comprendre Benjamin Lemoine avec son ouvrage, c'est d'où leur vient ce pouvoir exorbitant. Comment des créanciers privés ont-ils pu devenir plus puissants que des États et quelles en sont les conséquences? Pour le comprendre, il faut se pencher du côté du droit américain, nous explique l'auteur, puisque c'est lui qui régit la majorité des contrats d'emprunt des pays du Sud.
C'est ce droit qui a progressivement été modifié en faveur des intérêts des financiers privés américains, leur permettant d'asseoir encore plus leur domination à travers le monde. En droit international, il y a pourtant un principe juridique fondamental. C'est celui de l'immunité souveraine, selon lequel un État ne peut être poursuivi devant la justice d'un autre État sans son consentement. Le b.a.-ba de la souveraineté en somme. Et pourtant, ce principe a été petit à petit détricoté à partir des années 1960 par les pouvoirs publics américains sous la pression des grands groupes financiers privés qui souhaitaient étendre leurs profits au maximum. Alors en 1976, les États-Unis vont même acter juridiquement qu'ils ne respecteront plus ce principe en adoptant le Foreign Sovereign Immunities Act, en français, la loi sur les immunités étrangères. Son but est très simple, c'est d'empêcher le pouvoir politique et diplomatique d'interférer dans les affaires commerciales entre États étrangers et créanciers privés. Cette loi, elle sera un tournant dans l'histoire des fonds vautours puisqu'elle permet désormais aux fonds d'investissement et aux autres créanciers privés américains d'attaquer les États en défaut de paiement directement devant les tribunaux américains pour exiger le remboursement immédiat. Les premiers impactés par ces évolutions juridiques sont sans surprise les États du Sud global qui empruntent en dollars et n'ont d'autre choix que de se plier au système bancaire et financier international dominé par les États-Unis à l'époque du libéralisme triomphant. Et pour ces États souvent récemment sortis de la colonisation, c'est leur souveraineté politique qui est mise à mal, soumise aux intérêts du capital financier. Désormais, tous les États du Sud vivent dans la peur permanente de se voir attaqués en justice par leurs créanciers privés américains. C'est dans ce contexte que les fonds vautours vont se développer exponentiellement à partir des années 80 et 90 en franchissant de nouveaux caps dans leur voracité grâce à des techniques de harcèlement judiciaire toujours plus poussées. Un des cas les plus parlants de cette voracité, c'est celui du Pérou. Après des années de poursuites judiciaires lancées par un fonds d'investissement américain nommé Elliott Associates, il se retrouvera obligé de rembourser immédiatement 58,45 millions de dollars à ce fonds, soit une plus-value pour lui de plus de 400%. Et pour ces fonds dits vautours, la technique est désormais bien rodée. On achète à bas prix la dette d'un pays déjà proche du défaut de paiement, on attend qu'il soit contraint par son grand ami d'Amérique du Nord ou le FMI de mettre en œuvre des plans d'austérité, et quand les actifs se déprécient de ce fait, on le poursuit en justice pour obtenir un remboursement avec une grosse plus-value. Tout l'intérêt du livre de Benjamin Lemoine, c'est non seulement de nous montrer à voir les rouages d'un système financier qui est de plus en plus absurde, mais c'est aussi de nous montrer que nous ne sommes pas condamnés à l'impuissance face à cette situation de tout pouvoir de la finance américaine. Si ces fonds d'investissement sont aussi puissants, cela ne sort pas de nulle part, mais c'est bien parce que les pouvoirs publics américains les ont autorisés à l'être et que les autres États dits occidentaux les ont laissés faire. Face à cette situation, l'ouvrage de Benjamin Lemoine nous montre que la régulation de la finance passera nécessairement par un retour en force de la puissance publique et diplomatique, notamment en renforçant les pouvoirs de l'ONU. Bref, une question de volonté politique. Alors pour en savoir plus sur ces fonds vautours et sur leur activité, je vous invite à consulter notre recension sur le site institutlaboétie.fr. Si vous trouvez cette note de lecture utile, vous pouvez aussi partager nos posts sur Twitter, Facebook, Instagram, Telegram ou LinkedIn. Et n'hésitez pas surtout à vous procurer chez votre libraire le livre de Benjamin Lemoine, Chasseur d'État, les fonds vautours et la loi de New York à l'assaut de la souveraineté aux éditions La Découverte. Et avant de vous laisser, je voulais vous parler d'une autre actualité incontournable de l'Institut La Boétie, la 2e édition de nos journées économiques qui se tient le samedi 25 janvier. C'est notre rendez-vous annuel de débats économiques contradictoires qui réunit des invités de premier plan, des économistes, des dirigeants et dirigeantes d'entreprises, des syndicalistes, des hauts fonctionnaires ou des parlementaires pour débattre de grandes questions économiques d'actualité. Cette 2e édition, elle sera consacrée à une question phare, que faire des entreprises? Les 4 tables rondes s'intéresseront donc à la gestion des entreprises, à leur rôle dans la planification écologique, à la souffrance au travail ou encore au rôle de l'État dans la régulation des entreprises. Vous êtes donc toutes et tous les bienvenus à cet événement exceptionnel qui s'annonce passionnant, qui aura lieu à Paris, à l'espace conférence au 2 bis rue Mercœur dans le 11e, et bien sûr sur notre chaîne YouTube pour celles et ceux hors région parisienne. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet institutlaboétie.fr ainsi que le formulaire d'inscription. On espère vous y voir nombreuses et nombreux et à très vite. Les journées économiques de l'Institut La Boétie, c'est ce 25 janvier, alors n'hésitez pas à vous y rendre. Un cessez-le-feu à Gaza a été mis en œuvre depuis dimanche dernier. On en parle avec Arnaud Le Gall. C'est évidemment un soulagement pour les Gazaouis qui vivent l'enfer depuis 15 mois. Qui entrevoient enfin la lumière et qui d'ailleurs
pour certains d'entre eux, ont fait la fête mercredi, des images qui ont fait le tour du monde. C'est évidemment un soulagement pour les familles des otages israéliens qui ont poussé à cet accord, qui ont mis une grosse pression sur le gouvernement israélien en expliquant depuis longtemps maintenant que la guerre menée à Gaza, de toute évidence, n'avait pas pour objectif de libérer les otages. Nous espérons que les centaines de milliers de Gazaouis ayant perdu au moins un proche et les familles des otages morts en captivité pourront enfin rendre hommage à leur mort. D'abord, il nous faut regarder les choses de plus près. Comment est-on arrivé à cet accord ? D'abord, on peut déplorer que la France ait été une fois de plus hors jeu. Cet accord, il a été négocié sous l'égide du Qatar. Et après, je l'ai dit déjà, une pression des familles des otages, une grosse pression intérieure en Israël, mais également une pression, enfin, j'ai envie de dire, des États-Unis, notamment de l'équipe Trump qui a intégré pour l'équipe de Biden dans le cadre de ces négociations, ce qui permet à Trump de crier victoire et de se présenter comme l'homme de paix, comme il l'a fait pendant toute sa campagne. C'est un gâchis absolu, c'est une humiliation pour Biden, et c'est une faute majeure d'avoir attendu aussi longtemps pour imposer cet accord. Alors sur le contenu, les grandes lignes, c'est la libération d'environ 1000 prisonniers politiques palestiniens, la libération de 33 otages israéliens et dont 2 français, 2 franco-israéliens. Ça, c'est la première phase, qui prévoit également un éloignement de l'armée israélienne des zones où il y a la plupart des réfugiés gazaouis, et donc un éloignement vers l'est de Gaza. Cette première phase en appelle une seconde, qui sera la libération de l'ensemble des otages, vraisemblablement d'autres prisonniers politiques palestiniens, et donc qui doit amener à la fin de la guerre, normalement, et une troisième phase qui sera celle des discussions sur la reconstruction et l'avenir politique de Gaza. Évidemment, indépendamment de son contenu, cet accord arrive trop tard. C'est un gâchis horrible. Je le rappelle, le terrible bilan, plus de 46 000 morts à Gaza, un bilan vraisemblablement sous-estimé de 40%, plus de 16 000 enfants morts, plus de 110 000 blessés. C'est un bilan sur 2 millions d'habitants, c'est un bilan énorme. C'est une des guerres les plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale, en proportion du nombre d'habitants. Cette guerre a fait évidemment des dégâts matériels. Par ailleurs, Gaza est rasé. Il n'y a plus d'eau courante, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de traitement des eaux usées, ce qui veut donc dire qu'il y a un risque majeur d'épidémie. Il n'y a plus d'hôpitaux fonctionnels, une famine est en cours, etc. C'est un gâchis également, et c'est terrible pour l'image des puissances occidentales, enfin en tout cas de la plupart d'entre elles, et malheureusement incluant la France, qui sont pourtant promptes à se présenter en gardiennes du droit international, mais elles auront laissé une puissance dite démocratique affaiblir ce droit comme jamais, avec des conséquences incommensurables pour l'avenir, et elles sont discréditées aux yeux d'une majorité des habitants de la planète. Ce 2 poids 2 mesures a montré clairement que pour les diplomaties occidentales, tous les morts ne se valent pas. Et ça discrédite totalement leurs paroles quand elles prétendent défendre le droit international, incarner des valeurs supérieures à celles des régimes autoritaires. Je rappelle qu'en France, nous comptons de soutenir inconditionnellement un gouvernement extrême droite dont le chef est désormais sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Les gouvernements macronistes ont censuré et réprimé la société civile qui était mobilisée contre cette guerre. L'objectif est bien celui d'un cessez-le-feu, d'une paix juste et durable au Proche-Orient. Mais qu'en est-il ? Maintenant, le cessez-le-feu est là, donc il faut envisager l'avenir. Sur l'avenir, il faut garder une certaine prudence. D'abord, il faut constater la lenteur de la validation et les tentatives de retour en arrière de la part du gouvernement israélien. Même si à cette heure, il semble que le cessez-le-feu va être appliqué, Netanyahou aurait essayé jusqu'au bout de le saboter. Deuxième chose, c'est que, on le voit, l'heure n'est pas du tout à l'apaisement. L'armée israélienne semble utiliser jusqu'au bout
les délais qui lui restent pour continuer la guerre. Il y a 88 morts depuis mercredi déjà, à cette heure, dans les bombardements massifs que Israël continue de mener à Gaza. Et enfin, si on regarde le passé, si on regarde également ce qui se passe au Liban, chaque phase de l'accord peut être l'occasion, notamment de la part du gouvernement israélien et notamment de la part de Netanyahou, qui a besoin de la guerre, qui ne veut pas que la guerre s'arrête. Son avenir politique et judiciaire dépend de la continuation de la guerre, il ne faut jamais l'oublier. Chaque phase peut être l'occasion d'un retour en arrière. Donc, avant qu'on puisse aller à la deuxième phase de libération de l'ensemble des otages, de prisonniers politiques, de fin de la guerre, il faut que la première phase soit totalement appliquée. Idem de la deuxième à la troisième. Le chemin est donc encore long, et donc les pressions sur le gouvernement israélien devront continuer. D'abord des pressions immédiates pour une entrée massive de l'aide humanitaire. Dès que cet accord sera mis en œuvre, il faut que l'aide humanitaire rentre massivement, et Israël, il n'est plus tolérable qu'Israël, de quelque manière, freine l'entrée de l'aide humanitaire. C'est urgent, il faut éviter la famine, il faut éviter la propagation des épidémies. La population de Gaza est martyrisée, elle doit pouvoir bénéficier d'une aide beaucoup plus massive que ce qui a été possible jusqu'à présent. Par ailleurs, il faudra se battre pour l'application de l'accord, tout simplement. Je l'ai dit, il risque d'y avoir des retours en arrière. Voilà. Et enfin, il faudra continuer à faire la pression pour qu'un ensemble de questions plus larges voient un règlement, puisque pour l'heure, rien n'est réglé et rien ne permet d'entrevoir une paix durable dans la région. La colonisation qui continue de s'accélérer en Cisjordanie, la colonisation illégale en Cisjordanie, doit cesser. Les Palestiniens doivent avoir leur droit à un État viable enfin appliqué conformément aux résolutions de l'ONU. C'est la seule solution à terme pour qu'il y ait un règlement politique de la guerre. Au Liban, les violations israéliennes du cessez-le-feu doivent cesser. En Syrie, Israël doit renoncer à l'annexion illégale du Golan. Je dis tous ces éléments parce qu'il faut avoir conscience que c'est un problème qui se joue à l'échelle de l'ensemble du Proche-Orient, et que la fuite en avant guerrière, quelle qu'elle soit, ne porte en elle que la perpétuation de la violence. La sécurité pour les peuples, que ce soit pour les peuples voisins d'Israël, le peuple palestinien, ou pour que ce soit pour le peuple israélien, qui a le droit à la sécurité également, n'arrivera jamais avec la politique menée par Netanyahou. Il faut une solution politique, un changement radical, et la France, pour sauver son honneur, la diplomatie française doit se remettre au travail dans cet objectif. Pour une paix durable et la reconnaissance de l'État palestinien, manifestons ce samedi 25 janvier. À Paris, on se retrouve à 14h, place de la République. Cette semaine, l'Insoumission, et avec la voix de Nadine Février, a choisi de nous parler de Jean-Marie Le Pen. Il reviendra sur le traitement médiatique dont il a été l'objet et comment ça a marqué tout le paysage politico-médiatique. Comment Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé invité à la télé alors qu'il était une véritable paria politique? Comment s'est-il fait une place dans nos télés et dans les esprits de la classe politique jusqu'à le péniser les esprits? Et comment ça se fait qu'il y a eu beaucoup d'hommages ronflants comme s'il était finalement un dirigeant politique comme les autres? En fait, le tournant médiatique pour Jean-Marie Le Pen qui acte sa normalisation, ça remonte en 1984 avec la participation du tortionnaire fasciste à l'émission L'Heure de vérité. C'était une émission très connue à l'époque, avec une grosse audience, et à ce moment-là, on les retrouve des éditorialistes qui sont beaucoup et encore aujourd'hui sur les plateaux télé, comme monsieur Alain Duhamel. Et Jean-Marie Le Pen y retournera 9 fois. Donc tout ça à des heures de grande écoute, et il aura eu tout le loisir de se présenter un homme politique respectable. En fait, Le Pen, c'est un entre guillemets bon client médiatique, parce qu'il crée l'événement, tout ça en faisant de son mieux pour éviter que beaucoup appellent les dérapages, avec quand même souvent des phrases qui font mouche. Et au début, si les journalistes ne le lâchent pas sur ces pires phrases, ils vont continuer de l'inviter pour booster leurs audiences et leurs affaires. Dès lors, ils imposent Jean-Marie Le Pen dans les foyers des Français. Et par exemple, notamment dans cette émission, pour défendre son agenda raciste, Jean-Marie Le Pen se sert notamment de l'argument du chômage de masse, qui serait soi-disant de la faute des immigrés, et que donc il faudrait les virer du pays. Et donc tout ça évidemment est un mensonge éhonté pour mieux servir son projet de pureté raciale, mais c'est trop tard, la fenêtre d'Overton est élargie, et quelques graines peuvent germer dans les esprits des téléspectateurs. Et en 87 vient
la phrase sur les chambres à gaz qui sont un détail de l'histoire. Dès lors, les journalistes ne peuvent plus passer sous le tapis ce qu'est Jean-Marie Le Pen. Ils ne peuvent plus passer sous le tapis son antisémitisme, son racisme, le plus crasse qui soit. Et surtout par la suite, fin années 80, années 90, il enchaînera les déclarations les plus infâmes. Monsieur Durafour crématoire, on refera une fournée, je crois en l'inégalité des races, je vais te faire courir rouquin, PD, etc. Enfin, les plus infâmes. Si tout ça l'a mis en marge de l'échiquier, Jean-Marie Le Pen n'avait pas quitté le paysage médiatique pour autant. Des journalistes stupides attirés par le buzz ou déjà complices par intérêt politique le rendaient déjà sympathique à l'époque. Leurs héritiers commandés par Bolloré sur CNews passent aujourd'hui en boucle tout son programme 24/24, 7 jours sur 7. Et 40 ans après cette première émission de l'heure de vérité, Jean-Marie Le Pen s'en est allé. Les scènes de liesse ont démontré le soulagement de millions de gens insultés et méprisés par lui et ses héritiers. Les réactions du monde médiatique et politique, à l'inverse, d'ailleurs de celles de la presse internationale, ont démontré une fois de plus l'extrême droitisation qui gangrène les médias, le gouvernement, la Macronie qui est contaminée aussi, ses autres alliés, etc. etc. Au diable, finalement, les hommages, suite aux 10 ans des attentats de Charlie. Voilà ce qui s'est passé le 16 janvier 2025. Parce que dans les médias est très vite apparu le narratif du « quoi qu'on pense », de l'homme, etc. Pascal Praud, sur CNews, qu'on ne présente plus, a loué dans sa chronique les combats du diable de la République, expliquant qu'il était, je cite, le seul à avoir perçu le danger de l'islam. Fin de citation, pendant que François Bayrou le qualifiait de, entre guillemets, combattant. La une de Paris Match, qui présente Jean-Marie Le Pen souriant, avec un titre écrit sobrement « Une histoire française ». Mais voilà, bien sûr, 25 condamnations, incluant apologie de crimes de guerre, incitation à la haine raciale, contestation de crimes contre l'humanité. Bien sûr, c'est une super histoire, ça, à raconter. Ne dites plus raciste, dites personnalité controversée, ça fait plus joli. Lanceur d'alerte, prophète, visionnaire, des mots prononcés sur les plateaux de BFM et de CNews, sans que les autres invités ne se contredisent, ne se nuancent, ni même les présentateurs. Et le mot dérapage aura rarement été autant écrit par des journalistes que pour parler du tortionnaire fasciste à sa mort. Oui, non, il n'était pas question de course de voiture, mais bien de saillie raciste de Jean-Marie Le Pen, et certains les appellent encore de dérapage, alors que le fond de sa pensée est bien connu. La même complaisance des médias avec l'extrême droite, c'est très bien vu ce jeudi 16 janvier d'ailleurs, à l'occasion de la messe en hommage à Jean-Marie Le Pen, organisée par sa famille et par le RN. Oui, elle est dépeinte comme une cérémonie délicate, et les médias n'ont eu aucun mot pour dire les faits. Le RN et tous ses héritiers ont rendu hommage à son fondateur sans aucune honte et regrettant même l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du RN. Oui, le RN est toujours antisémite et raciste comme l'était son fondateur. Et s'il ne fallait garder qu'une seule leçon à sa mort, c'est que sa mort ne règle en rien le racisme ambiant dans le pays et dans les médias. Pour lutter contre la haine de l'autre, il y a beaucoup de travail, et le jour où l'extrême droite entrera à la niche, alors là, vraiment, on pourra faire la fête. Place de la République. C'est maintenant la fin de ce 6e épisode de Touche pas à mon peuple. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, mais aussi pour tous vos retours. Ils nous motivent à toujours faire mieux. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre podcast Insoumis. Et pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast Touche pas à mon peuple sur votre plateforme préférée. Très bonne fin de semaine à vous. Nous avons hâte de vous retrouver.